Bonsoir et bienvenue, prenez place, je suis ravi de vous accueillir dans votre club de 28 minutes. Vous connaissez la maison, elle est accueillante et on y fait d'agréables rencontres, celles de nos clubistes, historiens, journalistes, essayistes et dessinateurs qui vont explorer l'actualité de la semaine. Nos menus de ce soir, le retour du service national, mais uniquement sur la base du volontariat. Emmanuel Macron veut l'utiliser pour contribuer à rebâtir le lien entre l'armée et la nation. Oui, notre jeunesse a soif d'engagement. Il existe une génération prête à se lever pour la patrie. Notre armée est le cadre naturel d'expression de ce besoin de servir. Pas question pour autant d'envoyer ces jeunes recrues au front, en Ukraine ou ailleurs. Alors à quoi bon ce nouveau service national volontaire? S'agit-il d'un outil utile pour accroître notre effort de défense face au risque de guerre en Europe ou d'un symbole politique qui vise à ressouder le pays? On en débattra. Puis on ira jouer dans la cour de récré avec notre invité de la semaine. Laurent Galmo est un peu nostalgique des billes indémodables aux cartes Pokémon en passant par le yo-yo, la corde à sauter et bien d'autres. Désormais oubliés, il ressuscite les jouets de notre enfance dans une encyclopédie de ceux qui ont été à la mode et qui ne le sont plus forcément. Et en fin d'émission, nous retrouverons celui qui est toujours à la mode, le toujours surprenant David Castel-Lopez. Salut David. Bonjour Renaud. De quoi nous parlez-vous ce soir? Du basilic, la plante des rois. Quelle bonne idée. Oui. À tout à l'heure David. Voici donc le programme du Club de 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. Ravi de vous retrouver. Et Frédéric Saïs, bien sûr. Bonsoir Renaud. Bonsoir Frédéric. Bienvenue les amis. Et voici nos clubistes de ce soir. Bienvenue à vous, Noémie Alioua. Bonsoir Renaud. Ravi de vous accueillir, essayiste bien sûr. Et je rappelle que vous avez participé à l'ouvrage collectif Encyclopédie des euphémismes contemporains, publié aux éditions du Cerf. À vos côtés, Isabelle Saporta. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Essayiste et éditorialiste. Non. Pascal Blanchard, c'est ça? En vrai? En vrai. Historien, c'est Oui. écrit. Oui. Et alors, parmi vos innombrables ouvrages, j'en cite un, collectif, bien sûr, que vous avez dirigé avec Nicolas Bancel, paru aux éditions Philippe Ray, François Mitterrand, le dernier empereur de la colonisation à la France-Afrique. Bienvenue à tous les trois. Et au pupitre, notre ami Thibaut Soulcier. On est gâtés ce soir. Salut Thibaut, ça va? Bonsoir Renaud, ça va? Ça va bien? Impeccable. Dessinateur, bien sûr. Thibaut, je rappelle le titre de votre dernière BD, Dans la tête d'un dessinateur de presse. Il se passe donc plein de choses dans la tête d'un dessinateur de presse, vous le confirmez? Oui, venez voir. Et vous allez nous le prouver dans un instant. Je n'irai pas jusque-là, c'est paru aux éditions XP. Frédéric, nous allons commencer tout de suite avec la première actualité. C'est un sondage spectaculaire qui fait de Jordan Bardella le grand favori de l'élection présidentielle. Oui, pour la première fois, une étude d'opinion donne Jordan Bardella gagnant, quel que soit le cas de figure au deuxième tour. Il l'emporterait par exemple par 74% contre 26% face à Jean-Luc Mélenchon ou encore par 53% contre 47% face à Édouard Philippe. Sondage Odoxa réalisé pour la chaîne Public Sénat. Pascal Blanchard, on connaît évidemment les limites de ces sondages un an et demi avant un scrutin, en l'occurrence la présidentielle. Pour autant, est-ce que la gauche et la droite traditionnelle, selon vous, doivent balayer d'un revers de main ces chiffres ou est-ce que ça doit constituer un électrochoc? C'est un électrochoc. Alors regardez, même si on sait qu'à un an et demi, généralement les sondages n'ont pas pu annoncer en France pour les dernières présidentielles le gagnant, on est tous d'accord, que par définition il peut se passer beaucoup de choses, notamment au niveau de l'international comme au niveau français, et que d'ailleurs on ne sait pas encore si Marine Le Pen ne va pas pouvoir se présenter. Donc il y a encore beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais c'est un réel électrochoc. À la fois pour la droite et pour la gauche. À la fois, je dirais même, pour l'ensemble de la société des hommes et des femmes politiques, d'une prise de conscience qu'aujourd'hui, au premier tour comme au deuxième tour, ce qui n'est donc jamais arrivé dans l'histoire, rappelons-le, au niveau électoral, vous avez quelqu'un issu de la partie d'extrême droite qui peut gagner le premier tour et aller au second tour et gagner le second tour, et haut la main, avec 6 points d'avance sur son premier candidat, qui n'est pas encore entré en campagne et qui baisse plutôt aujourd'hui Édouard Philippe. Donc on peut même imaginer que la situation n'est pas forcément prête à s'améliorer dans les mois ou dans quelque part les semaines qui viennent, mais bien au contraire, elle peut en plus de plus en plus devenir compliquée. Donc oui, c'est un électrochoc. Et je pense qu'il a d'ailleurs fonctionné comme un électrochoc. Si vous regardez autour de vous, la manière dont les gens l'ont perçu, je pense que ça a surpris énormément de gens. Alors les gens peut-être, mais comment les partis politiques, et en l'occurrence la gauche d'un côté et la droite de l'autre, doivent réagir? Est-ce que ça doit les amener à se rassembler, à changer de stratégie pour combattre le Rassemblement national? Noémie Alioua? J'ai l'impression que ça fait déjà longtemps qu'ils essayent de réagir, qu'ils essayent de faire en sorte d'imposer leurs règles du jeu, de s'imposer sur l'échiquier politique. Mais c'est vrai que
Si vous regardez, ça fait déjà plusieurs années qu'on assiste à une forme de recomposition politique. Ça date pas d'hier. Regardez, au cours des dernières élections présidentielles déjà, on avait un effondrement de ces fameux partis traditionnels. C'est-à-dire que ces partis qui structuraient la politique depuis 40 ans se sont déjà effondrés depuis plusieurs années. Si vous regardez le Parti socialiste, il a fait moins de 2% avec Anne Hidalgo au cours des dernières élections présidentielles. Quand vous regardez les Républicains, ils ont fait moins de 5% également avec Valérie Pécresse. Et donc ce sont des partis qui ont été les moteurs de la vie politique depuis 40 ans et qui se sont effondrés. On assiste aujourd'hui à une recomposition, ça fait déjà plusieurs années et je pense que ça va encore durer. Il va falloir prendre en compte cette idée qu'au fond, aujourd'hui, le grand moteur de la gauche, c'est un parti relativement récent, la France Insoumise, qui d'ailleurs s'allie avec les autres partis de la gauche, et vous avez le RN qui est aujourd'hui le moteur de la droite, alors même qu'il ne se considère pas lui-même comme un parti de droite. Mais c'est l'état actuel des choses, c'est la façon dont ça se passe. Et dans le détail de ce sondage, Isabelle Saporta, quand on interroge les sondés, le RN est jugé plus qu'avant apte à gouverner, je cite, et moins dangereux. Il reste quand même jugé dangereux par une moitié des Français interrogés. C'est en baisse par rapport à il y a quelques années. Est-ce que vous, ce genre de chiffres vous amène à, là aussi, un électrochoc pour les autres forces politiques ? Moi, votre étonnement m'étonne. J'entendais Pascal Blanchard. Moi, c'est le contraire qui m'aurait étonné. C'est-à-dire que quand même, tout est fait. Pardon, mais là, on vient d'assister, par exemple, à 125 heures à l'Assemblée nationale pour discuter du budget, où les députés ont créé des taxes toujours plus baroques les unes que les autres, pour à la fin ne pas voter le budget. Il y a un seul lyote qui l'a voté. Donc, si vous voulez, on est dans un état de décomposition tel, vous disiez de recomposition, moi je pense de décomposition telle, qu'effectivement la seule structuration idéologique qui vaille, entre guillemets, qui sortent en tout cas, c'est la France Insoumise versus le Rassemblement National. Et vous avez raison de souligner que, comme le Rassemblement National a fait la stratégie de la cravate, ils sont, entre guillemets, respectables, pendant que la France Insoumise... Très sérieux, se montrent bons élèves, c'est ça. Exactement, pendant que la France Insoumise, finalement, leur fait la courte échelle en étant toujours plus... Et on le voit excessif. on voit que le résultat dans ce sondage, Jean-Luc Mélenchon est balayé, écrasé au deuxième tour. Il n'a pas commencé à faire campagne. À chaque fois, il est sous-estimé, Jean-Luc Mélenchon, et à chaque fois, c'est lui qui arrive en tête pour la gauche. Donc j'attends de voir. Je parle du deuxième tour. Ouais. Oui, mais j'attends de voir. Pascal Blanchard, pourquoi le RN ne s'est pas gargarisé de ces résultats ? Parce qu'on a vu aussi sur les réseaux le RN publier cette image où ils ont rajouté le visage de Marine Le Pen. C'est ce prix. C'est incroyable. Non, mais non, c'est pas bizarre. Je pense qu'on a parfaitement compris ce qui se passe au RN en ce moment. D'abord parce que personne ne sait si Marine Le Pen va pouvoir se présenter in fine, c'est la justice qui décidera. Deuxièmement, parce qu'au RN, on n'en parle pas dans les couloirs, on n'en parle pas officiellement, on ne fait pas, par définition... C'est un sujet tabou, on fait comme si elle pouvait se présenter. C'est même plus que tabou, je pense, parce que quelque part, de cette manière, ça veut dire que ce serait de l'extérieur qu'on déciderait qui serait le candidat naturel aujourd'hui du RN pour la présidentielle. Donc c'est inacceptable en amont. Et puis on imagine bien qu'il y a une guerre des égos à l'intérieur du parti. Ça ne doit pas être triste de vivre ça de l'intérieur du mouvement et du parti. Donc en même temps, c'est pour ça qu'on n'entend pas parler. Et en même temps, dans leur stratégie, de jouer joli costume, jolie cravate, d'être discret et d'attendre l'horreur, ça correspond aussi à cette stratégie qui est la leur. On se fait oublier, moins on parle, moins on intervient, plus on monte dans les sondages. Pourquoi voulez-vous qu'ils interviennent ? Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Un mot. Un mot, c'est pas simplement, je pense, un vote de rupture, c'est aussi un vote d'adhésion. Quand vous écoutez leurs discours, alors c'est des discours qu'on entend assez peu à Paris. Je n'ai pas dit que ce n'était pas un vote d'adhésion. Parce qu'en fait, il y a des sujets qui sont mis sur la table, et notamment celui de la cherté de la vie. Il y a des sujets que le RN a saisis parce que justement les partis traditionnels les ont abandonnés. Et donc aujourd'hui, il y a une adhésion, je pense. Un dessin de Thibaut Soulcier. Oui, Bardella va chez le tailleur de sondage sur mesure où on lui dit « Nous sommes une maison sérieuse, vous gagneriez au second tour contre De Gaulle, Sangoku, Dark Vador et Orelsan. » C'est drôle. Merci Thibaut. Frédéric, votre duel de la semaine, il oppose les deux diplomates de Donald Trump, l'officiel en quelque sorte, et puis le spécial. Oui, exactement, Renaud. À ma gauche, Marco Rubio, 54 ans, c'est le secrétaire d'État américain, autrement dit le ministre des Affaires étrangères. À ma droite, Steve Witkoff, 68 ans, l'émissaire spécial de Donald Trump. Alors entre les deux hommes, qui dirige vraiment la diplomatie américaine? La question se pose plus que jamais cette semaine. Après les révélations du média Bloomberg, l'agence de presse s'est procurée une conversation téléphonique. On y entend Steve Witkoff, l'ami de Donald Trump, avec un négociateur russe, un très proche de Vladimir Poutine,
Conversation assez amicale entre les deux hommes. Ils évoquent le plan de paix pour l'Ukraine, ce plan américain qui semble largement aligné sur les demandes du Kremlin, une forme de diplomatie américaine, donc comme si Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères, était totalement hors jeu. D'ailleurs, ce dernier a pris ses distances avec le plan de paix proposé. Il l'évoque comme un simple document de travail. En fait, on l'imagine assez agacé, voire furieux, Marco Rubio, d'être ainsi contourné, mais il n'a jamais un mot plus haut que l'autre, publiquement en tout cas, pour Steve Witkoff. Pourquoi ? Bien parce que c'est l'ami de Donald Trump, c'est son partenaire de golf, c'est son ancien avocat, et il est chargé des dossiers sensibles par le président, Proche-Orient, négociations entre la Russie et l'Ukraine, des missions lourdes pour Steve Witkoff, qui pourtant n'a aucune expérience diplomatique, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Donald Trump. Steve had no idea about Russia, had no idea about Putin too much, didn't know too much about politics, wasn't that interested. He was really good at real estate. He's a great negotiator because he's a great guy. So thank you very much, Steve. En somme, sa qualité, en fait, c'est de ne rien connaître à la diplomatie ni à la politique. C'était un discours devant le Parlement israélien il y a 6 semaines, juste après la signature du cessez-le-feu à Gaza. D'ailleurs, dans ce discours, Donald Trump remercie en tout premier Steve Witkoff. Tous les honneurs sont pour lui. Il attend plusieurs minutes avant d'en venir à, au fait, tiens, son ministre Marco Rubio, qu'il remercie aussi. Alors, pour ne pas trop le vexer, Donald Trump va puiser dans tout son vocabulaire de superlatifs. I have a prediction that Marco will go down, I mean this, as the greatest Secretary of State in the history of the United States. I believe that. And he and I, we really fought it out. You remember, he was tough. He was nasty. Who the hell thought this was going to happen, Marco, right? Qui aurait pu imaginer ça ? Marco Rubio, engagé tout jeune en politique, élu local, sénateur, bref, tout le cursus honorum classique, à l'inverse d'un Steve Witkoff, ancien promoteur immobilier, qui est tombé dans la diplomatie un petit peu par hasard et tout récemment. Alors, entre les deux hommes, il n'y a pas qu'une différence de personnalité ou de parcours, il y a aussi une différence de fond. C'est que Steve Witkoff est beaucoup plus sensible aux arguments, aux thèses russes. Pas simplement dans cet appel qui a été intercepté où on l'entend dire qu'il présente ses respects à Vladimir Poutine, mais il y a quelques mois, il avait accordé une interview à Tucker Carlson, un podcasteur américain, dans laquelle il reprend la légitimité pour les Russes d'annexer tout un pan est de l'Ukraine, et ça ne semble pas du tout lui poser problème. Évidemment, en face, Marco Rubio tente de rééquilibrer, d'avoir une approche un peu plus traditionnelle pour les États-Unis, sans parvenir à être très entendu d'ailleurs par Donald Trump. On a l'impression que le président américain joue un peu de ces rivalités dans une logique darwinienne. Le plus fort va finir par s'imposer et moi j'arbitrerai comme une cohabitation au sommet de la diplomatie américaine. Isabelle Saporta, quand vous voyez cette cohabitation de lignes, pour vous, c'est un point fort des États-Unis qui peuvent en quelque sorte manier l'imprévisibilité vis-à-vis des Russes dans la négociation, ou bien c'est un chaos contre-productif ? On ne peut pas prédire ce que c'est, mais en tout cas, c'est illisible, ça c'est sûr. Enfin, en même temps, c'est illisible et ça ne l'est pas, parce que quand on reprend les premiers écrits de J.D. Vance pendant la campagne, le vice-président, il était déjà totalement aligné en fait, sur les thèses russes. Et donc, c'est intéressant. Vous soulignez Steve Witkoff, il a quand même rencontré à plusieurs reprises Vladimir Poutine, et il y était allé sans traducteur, ce qui n'arrive jamais, parce que tout le monde sait que Vladimir Poutine et tout le Kremlin bullshit, et donc normalement, chacun a ses traducteurs. Donc, de toute façon, il est complètement lancé là-dedans. Et par ailleurs, autour de Donald Trump, il y a aussi un essayiste qui s'appelle Yervis Curtis Yarvin, qui est aussi complètement, il dit en fait l'Europe appartient à la Russie, c'est sous domination russe, et finalement même s'il ne reste pas d'État en Europe, c'est pas grave, il restera toujours les vignobles français, etc. etc. Donc en fait, ils considèrent que la vie, c'est vraiment le bouquin de Dampoli, de Giuliano Dampoli. On vit en fait sous des grands empires, et l'Europe, finalement, elle sera un peu sous domination russe, et ça leur va pas si mal. Noémie Liuha, il y a l'idéologie qu'évoquait à l'instant Isabelle Saporta, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre aspect qui est d'ailleurs commun à Donald Trump et à Steve Witkoff, et Donald Trump s'en félicitait dans le son qu'on vient d'entendre, c'est que Steve Witkoff, c'est un formidable promoteur immobilier, il fait des affaires, il fait des deals. Voilà. Mais exactement comme Donald Trump. J'ai l'impression qu'on... Donc là, peu importe l'Ukraine, l'important c'est de faire des deals, quoi, en gros. Oui, mais j'ai l'impression aussi qu'on sous-estime un peu le caractère machiavélique de Donald Trump dans cette affaire. Je pense que ça reste lui qui tisse les ficelles, et il a tout intérêt à avoir une diplomatie à deux têtes. Il a tout intérêt à avoir une diplomatie bicéphale, parce que ça lui permet au bout du bout... Bad cop. Exactement. Et il réussit à avoir ce qu'il veut. Il va obtenir le meilleur deal possible. Je pense qu'il est beaucoup plus machiavélique, et que sa diplomatie, elle est extrêmement précise, et il a un jeu en tête qui se déploie sous nos yeux, qui peut paraître illisible, mais qui au fond l'est tout à fait pour lui.
Un dessin de Thibaut Soulcier. Oui, c'est Zelensky qui prévient Marco Rubio, qui lui dit « Attention, les drones russes attaquent !» Merci Thibaut. C'est l'heure maintenant de la une internationale. C'était ce matin à la une du Washington Post. Le suspect de la fusillade à Washington avait travaillé pour la CIA. Le ressortissant afghan suspecté d'avoir tiré mercredi à Washington sur 2 membres de la garde nationale, dont l'une est décédée et l'autre grièvement blessée, aurait travaillé en Afghanistan pour l'armée américaine et la CIA. Il est arrivé aux États-Unis en septembre 2021, soit peu après le retour au pouvoir des talibans à Kaboul. Donald Trump a aussitôt mis en cause l'administration Biden. Il a promis de suspendre définitivement toute l'immigration venant de tous les pays du tiers-monde et de chasser tout étranger qui n'a pas sa place aux États-Unis. Pascal Blanchard, est-ce que le président américain peut de fait mettre ces menaces à exécution ? Vous voulez dire légalement, ou est-ce qu'il va les mettre à exécution en trouvant les cheminements pour y arriver ? Légalement, il respecte la loi, le président des C'est États-Unis. un peu plus complexe que ça, parce qu'on sait qu'à titre individuel, certains pourraient, par rapport à leur acceptabilité sur le sol des États-Unis, arriver à contester la chose. Mais ce qui est clair, c'est que cette affaire va permettre à Trump de passer à l'étape 2 de sa politique anti-migrant. Et cette politique anti-migrant, elle est très très claire. C'est en gros tout ce qui n'est pas blanc n'est pas légitime en Amérique. Et quelque part, on l'a vu, la première étape, elle était très claire avec le Sud, avec un certain nombre de pays où le droit à l'immigration était interdit, avec le débat sur l'Afrique du Sud où il ne voulait que des blancs africains d'origine africaine qui verraient en Afrique du Sud. La matrice d'une Amérique blanche et qui n'ouvrirait ses frontières qu'à des blancs et qui fermerait aux autres, et notamment aux pays du tiers-monde, Afrique, Moyen-Orient et même une partie de l'Asie. Il cible 19 États, là, c'est Oui, extrêmement mais on a bien compris, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a été élu. Attendez, excusez-moi, on a tous compris que c'était une Amérique blanche qui arrivait au pouvoir. Totalement faux. Mais bien sûr, et par les Asiatiques, on votait majoritairement pour lui. Parce qu'on sait, parce que généralement, quand on est arrivé, on veut fermer la porte derrière soi de peur. Attendez, chacun son tour. Et par définition, ce discours va prendre là une nouvelle étape. La dangerosité et l'association en fait entre dangerosité, criminalité potentielle et immigration va, à travers une affaire comme celle-là, être largement mis en avant par les Trumpistes, qui ont besoin en plus à l'intérieur actuellement du régime d'arriver à montrer qu'ils sont toujours actifs, vu qu'ils baissent dans les sondages. Noémie Alioua, je voyais assez sceptique sur la démonstration de Pascal Blanchard. Il y avait 2 choses dans vos propos qui se contradisaient à mon sens. La première chose, c'est de dire que Donald Trump est élu par l'Amérique blanche. Et ensuite, vous expliquez qu'au contraire, les Hispaniques et les Afro-Américains ont voté pour lui. Et c'est tout à fait juste. Et donc, en fait, il a progressé, en tout cas, chez les Hispaniques et les Asiatiques. Il a progressé très Et largement. le noyau de son y compris dans les électorat, quand même, classes majoritairement, moyennes. c'est l'Amérique blanche. Oui, mais les Hispaniques ont voté pour lui comme jamais dans l'histoire. Les Afro-Américains ont voté pour lui. Non, ils avaient comme voté jamais dans plus pour l'histoire. Eisenhower quand ils avaient voté pour Eisenhower, pas plus jamais dans Pour un l'histoire. président comme Donald Trump, et dont on aujourd'hui, dit que, justement, sur sa il ne parle politique- que la parole blanche, ça montre que c'est pas tout à fait juste comme analyse. Noémie Alioua, sur la question que je posais. Oui, sur la Voilà. question Est-ce que vous qu'effectivement, il peut mettre en œuvre cette politique qui vise à, il le dit, chasser, interdire toute immigration venant des pays du tiers-monde avec une liste extrêmement Je vais vous large dire, de pays. soyons honnêtes, on le sait tous, entre ce que dit Donald Trump et ce qu'il fait, il y a toujours un écart immense. D'abord parce qu'il y a la question du droit, ce qu'il dit n'est pas toujours possible d'un point de vue légal, et ensuite, lui-même, il a une idée par minute. Donc ces déclarations ne sont pas toujours à prendre véritablement au mot à mot. Sauf que c'est un effet performatif. Par Aux contre, frontières, il y a plus Vous voulez dire qu'il est personne. moins c'est là cohérent que je vais vous rejoindre, que ça, quand il parle exactement, c'est ce qu'avait fait Giorgia Russie. Meloni en Italie, ça a fonctionné. Mais par contre, véritablement, la question qu'il pose est une question qui ne doit pas être tabou, c'est-à-dire la question entre l'immigration afghane et la question de la sécurité nationale. Ces questions ont été également pensées en France. Ouais. Souvenez-vous de la note de l'Office de l'immigration, qui a été rédigée et travaillée par notamment Didier Lesky, qui mettait vraiment sur la table la question fondamentale de ce lien entre la sécurité nationale et l'immigration afghane, et qui montre qu'il y a des problèmes d'intégration qui sont majeurs, qui se posent en France. Mais- Donc aux États-Unis, ces questions se posent également. Mais malgré tout, est-ce que Donald Trump répond à la question qui est posée, puisque l'assaillant, le suspect, est un Afghan qui avait travaillé avec la CIA en Afghanistan, qui avait donc une sorte de permis de faveur pour être aux États-Unis. Ce n'est pas l'immigration en général, pour le coup. Mais la vérité, c'est on est dans un monde orwellien avec Donald Trump. La vérité, c'est pas le problème. C'est que grâce à ça, en fait, il dit pas, il a travaillé pour la CIA et tout ça. Il dit il y a un Afghan, c'est fini. Il y aura plus d'Afghans, il y aura plus. Vous avez vu ce qu'il a mis sur tout social. Il y aura plus un seul immigré qui vient de ces pays du tiers monde. Si vous voulez, la vérité peut lui chaud en fait. C'est pas ça. Le problème, c'est comment dérouler au fond ce qu'il veut faire. Et au fond, même si ça ne fonctionne pas, ça a un effet performatif parce qu'effectivement, aux frontières, il n'y a jamais eu aussi peu de candidats en fait à rentrer. Donc c'est ça qui se passe, c'est quelque part une espèce de rouleau compresseur moral.
Un dessin de Thibaut Soulcier. C'est Donald Trump qui est très content, qui dit « It's the best wonderful tragedy ». Thank you. Merci Thibaut. Frédéric, l'autre actualité de la semaine, c'est le retour du service militaire en France, mais uniquement sur la base du volontariat. Oui, presque 30 ans après la fin de la conscription obligatoire décidée par Jacques Chirac, Emmanuel Macron relance un service militaire, celui-là donc volontaire. 3000 jeunes dès l'an prochain qui passeront près d'un an dans l'armée. Le dispositif sera ensuite élargi progressivement pour former jusqu'à 50 000 volontaires annuels dans 10 ans. Il faut se préparer, justifie Emmanuel Macron, tout en précisant que ces jeunes seront mobilisés sur le territoire national. Cette annonce présidentielle intervient après des déclarations alarmistes de plusieurs hauts gradés pour qui la Russie nous menace directement à moyen terme. Noémie Alioua, cet appel à la mobilisation de la jeunesse, vous y voyez-vous un facteur de cohésion ou bien de division au sein de la société ? Évidemment, ça peut participer à refaire nation. Vous savez, c'est le sociologue Jérôme Fourquet qui parle d'archipélisation. Nous avons dans notre pays un énorme problème de communautarisation, un énorme problème du fait d'une nation qui ne vit plus dans le même monde. Nous avons des Français aujourd'hui qui ne se connaissent plus, qui ne se rencontrent plus. Vous avez des îlots dans notre pays, des îlots identitaires. Ça va vraiment résoudre ce que vous dites ? Plus jamais. Il faut retrouver du commun. Il faut refaire nation. Et quelle meilleure façon de faire nation que de se réunir derrière un drapeau, derrière une langue, derrière une culture, derrière ce qui peut nous relier malgré nos différences. Mais il faudrait que ce soit obligatoire, si je vous entends bien alors. Eh bien, ça peut être un début. Il va falloir trouver un moyen de faire en sorte de refaire nation parce que, et vous l'avez précisé, il y a des menaces qui pèsent sur nos pays. Le chef d'état-major des armées, ce n'est pas n'importe qui. Lorsqu'il dit qu'il y a à nos portes potentiellement des conflits demain, il faut l'entendre. Ça ne veut pas dire qu'on doit se préparer. Il évoque clairement une attaque de la Russie contre un pays de l'OTAN d'ici 5 ans. Oui, et il sait de quoi il parle. Donc il faut le prendre au sérieux, il faut prendre ses propos au sérieux et commencer par refaire nation, se réunir derrière des valeurs communes, ça peut être déjà un bon début. Et d'ailleurs, cette annonce d'Emmanuel Macron cette semaine a suscité l'adhésion de plusieurs autres partis politiques d'opposition. Ça va dans le bon sens, a dit notamment le Rassemblement national, satisfait également du Parti socialiste. C'est penser que c'est une nation entière, une nation civique justement, qui se met au service de sa défense. C'est un élément de la dissuasion et à ce titre, c'est un élément important dans un moment où nous savons que la dissuasion doit être restaurée pour empêcher demain des conflits. Si on veut la paix, il faut l'armée. Bon, Pascal Blanchard, en ces temps de clivage permanent où tout est objet de polémique, là, visiblement, il y a une matrice de rassemblement politique ou politicien, en tout cas. Oui, parce que, en fin de compte, ça dépend comment on pose la question. Si la question, c'est de savoir si on doit refaire nation avec l'armée, ça fait bien longtemps qu'on a compris que c'est pas l'armée forcément toute seule qui allait faire nation. Par contre, là, on a affaire à quelque chose de stratégique, de militaire, en fin de compte, une question qui est posée. Donc c'est aussi la raison pour laquelle aussi bien le Parti socialiste que d'autres partis se retrouvent dans la proposition du président. Il faut retrouver une force militaire capable de répondre aux enjeux du présent militaire. C'est d'abord la question qui est posée. Alors bien sûr, si en plus ça peut faire nation, si en plus ça peut permettre un brassage, vous l'avez dit, avec du volontariat, il y a antinomie avec le brassage. En tout cas, ce qui est essentiel, une grande partie de ces réponses favorables à cette décision, c'est d'arriver à retrouver une armée en armes. Ce qui est d'ailleurs dans la tradition française, je le rappelle, depuis la Révolution française. C'est Valmy, c'est le peuple qui s'arme pour protéger la patrie. Donc je pense qu'il faut d'abord regarder la question technique qui vient d'être posée. Il y a un danger militaire à nos frontières. La manière de faire la guerre a changé, a muté, et nous devons avoir une armée qui est adaptée à ce nouveau contexte. Après, on peut discuter des éléments périphériques de ce qu'avoir une armée peut amener. Isabelle Saporta, là il est question quand même d'un budget de 2,3 milliards pour la période 2026 jusqu'à 2030. Mais avec quel budget, comment on finance ce service écoutez, vous avez tout à fait raison, vous avez posé la seule vraie question. On a laissé tomber le SNU. C'est sympa pour les autres questions. Non, je plaisante. mais on a laissé tomber le SNU parce que c'était trop cher, parce qu'il faut pour faire toute la classe d'âge, le service national universel, il fallait 3,5 à 5 milliards. Et si on ne rétablit pas la conscription obligatoire, c'est aussi pour des raisons d'argent. De toute façon, on n'aurait pas les moyens de le faire. D'argent, d'infrastructure, on n'a pas les casernes. Vous savez que la réserve actuellement, là, donc tous les gens qui s'engagent dans la réserve, on n'a déjà pas de quoi les accueillir, on n'a pas de quoi leur donner des uniformes. Donc tout ça, c'est toujours la même chose. C'est des mots, des paroles. Moi, la seule chose que je voudrais souligner ce soir, c'est quand même, on n'a que ça à proposer à la jeunesse. C'est-à-dire cette jeunesse à qui on met 28% de charge sur le dos quand ils ont un travail, pour leur salaire, pour payer nos retraites, pour payer notre sécurité sociale, à qui on va laisser 3 400 milliards de dettes, à qui on va laisser une planète comme jamais dans un état de dévastation totale.
En fait, le seul projet commun, c'est de faire la chair à canon. C'est-à-dire qu'en fait, la jeunesse, pour nous, c'est on leur prend tout, on leur laisse rien. Mais je vais vous dire un truc, j'espère que la jeunesse va faire sécession. Et je vous vois tous là en train de dire formidable. Les seuls qui ne veulent pas y aller, je vais vous dire, c'est les jeunes. Ça a perdu 20 points. Quand on demande aux jeunes, vous voulez vous engager entre... S'ils étaient prêts à défendre leur pays en cas de... Entre l'année dernière et cette année, ça a perdu 20 points. Donc demandons aux jeunes ce qu'ils veulent, on ne les laisse pas rentrer dans le monde du travail, on ne leur laisse pas une seule place. Rappelez que c'est sur la base du volontariat quand même, Isabelle Serpin. D'accord, très bien. Bon, donc si c'est sauf, vous vous souvenez ce qu'a dit Emmanuel Macron quand même, sauf pour une partie des gens en situation critique qu'on pourra, c'est pas la peine de froncer les sourcils, si jamais leurs compétences si jamais, oui, à ce moment-là, content, pas content, ils y seront. Donc, et comme vous l'avez dit très bien, c'est le premier pas. Quoi qu'il en soit, moi je suis désolée, mais la jeunesse, elle s'est tapée tout ça, le Covid, les retraites, tout ça, et maintenant le service militaire, et ça suffit la jeunesse. Lâchez-lui la grappe à la jeunesse. Alors regardez, il y a un amendement de Thibault Soulcier justement. Oui, sergent instructeur Macron qui dit « Faites-moi 40 pompes, bande de moules ». Chef, est-ce que ça compte pour Parcoursup, chef? Eh ben voilà, comme ça tout le monde est content. Oui. Merci Thibault. Natacha, c'est maintenant l'heure de votre point com de la semaine. Ce soir, c'est une candidate à la mairie de Paris qui fait de la com, justement, plutôt version grosse ficelle. Oui, c'est notre ministre de la Culture, également maire du 7e arrondissement, qui est donc en campagne, candidate à la mairie de Paris. Et le 21 novembre, elle a diffusé sur TikTok ce clip de campagne. Avec moi, la ville sera propre et elle sera tranquille. Et c'est justement ce qu'attendent les Parisiens. Ils attendent des résultats et de l'efficacité et de l'action. Ah, c'est à vous? Je vais vous la vider. Voilà, donc on la voit vêtue de l'anorak jaune des éboueurs de la ville de Paris. Elle leur promet des nouvelles technologies, plus de moyens, plus de modernité, une ville plus propre. Alors certains saluent cette initiative de proximité, comme ce tweetos, une femme de terrain, proche des gens, la seule capable de changer Paris, c'est Dati. On a aussi ce tweet-là, déjà 5 millions de vues, ce n'est plus un buzz, c'est une preuve de la soif des citoyens de changer Paris avec Dati Rachida. Mais la plupart se montrent quand même caustiques. Rachida Dati fait le fond de poubelle de la démagogie. On a aussi une autre qui ironise. J'ai cherché le mot démagogie dans le dictionnaire et j'ai trouvé cette photo. Démagogie, c'est quand même le mot qui revient le plus souvent dans ces critiques et en témoigne cette vidéo réalisée par IA. C'est bon, mes petits chéris? Vous pensez que j'ai fait assez de démagogie comme ça? Vous croyez qu'ils vont voter pour moi maintenant? Ça fait marrer. Alors certains accusent aussi Rachida Dati de faire du Donald Trump en version française. Bah oui, parce que l'an dernier, Donald Trump avait lui aussi tombé la chemise, enfilé l'anorak orange des éboueurs américains. Et cette recette trumpiste a aussi été parodiée. Quand tu veux refaire l'image du Trump au volant d'un camion, mais que tu ne sais pas conduire le camion. C'est bien misogyne, ça. Bravo, remarquable. Au passage. On a aussi David Béliard qui remarque, David Béliard, candidat écologiste à la mairie de Paris, qui remarque la seule chose qu'on ne recyclera pas, c'est les idées réac. Alors Emmanuel Grégard, également candidat socialiste à la mairie, a vivement critiqué cette vidéo. Il rappelle, les femmes et les hommes qui se lèvent à 4h du matin pour nettoyer nos rues ne sont pas des accessoires de campagne. Alors sur les réseaux, cette vieille photo de lui est aussi réapparue. Il a fait tout pareil en 2014, bien que ce soit 6 mois après les municipales. Alors force est de constater que l'agent de propreté est un passage obligatoire de la communication politique française. On peut se rappeler que Valéry Giscard d'Estaing avait invité un 24 décembre des éboueurs à venir déjeuner chez lui, avec lui, et Anne Hidalgo qui avait repris l'idée. Et c'est pas la première fois que la candidate à l'hôtel de ville se filme dans les rues de Paris. Et depuis le 30 octobre, Rachida Dati multiplie les vidéos en caméra embarquée, entre casques de chantier, promenade en sweatshirt ou encore cette balade en benne avec des lunettes Chanel. Ces nouveaux looks ont inspiré les internautes qui ont imaginé un nouveau clip de campagne. Le voici. Voilà, un beau défilé de nouveaux looks. Alors certains observateurs y voient aussi surtout une stratégie de diversion. La candidate est en effet visée par une enquête pour ne pas avoir déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la possession de ses bijoux d'une valeur de 420 000 €. Rachida Dati a-t-elle retrouvé ses bijoux dans les poubelles de Paris? Et puis elle est aussi poursuivie par la justice pour corruption et trafic d'influence. Après Dati SDF, Dati Tiécart, Dati éboueur, à quand Dati en 11. Elle sera jugée en septembre 2026, soit 6 mois
après sa candidature. Alors Noémie Alua, ce genre de communication, c'est efficace ou c'est plutôt contre-productif? C'est du génie. Non, sincèrement, c'est évidemment réussi, tout simplement parce qu'à l'heure qu'il est, on est en train de parler d'elle. Elle a réussi à se faire une place dans ce torrent d'informations qu'on reçoit au quotidien. Le plus difficile, c'est d'exister, c'est de faire en sorte qu'on en parle, qu'on commente, qu'on ait un avis sur la question. Donc oui, d'un point de vue strictement communication, c'est une réussite. Et vous savez, ça avait été très bien théorisé, souvenez-vous, par Steve Bannon, l'ancien conseiller stratégique de Donald Trump, qui avait eu une phrase là-dessus. Il disait « flood the zone with shit », c'est-à-dire saturer les flux avec, on va dire, n'importe quoi. On peut le traduire comme ça. L'important, c'est d'exister et c'est le volume en termes de communication. Elle a réussi son coup. Donc c'est du Trump. C'est pas du Trump. Je vous rappelle que le candidat qui vient de gagner à l'élection à New York, à peu près, fait le même type de campagne. Il était partout, il a su faire. C'est aujourd'hui l'air du temps. Oui. C'est comme ça qu'on fonctionne. Vous l'avez très bien dit. Ça marche encore, ces grosses ficelles, c'est pas. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui est saturé de médiatisation, il faut exister, il faut être vu et il faut être. La preuve, 5 millions de vues et vous en parlez sur le plateau. C'est exactement pour ça qu'elle l'a fait, c'est pour ça que vous en parlez. C'est le bruit qui compte dans une campagne où personne n'identifie aujourd'hui les candidats ou les candidates qui vont être, sauf elle. Et donc, elle appuie là où ça peut faire mal pour les autres sont invisibles, elle est survisible. Un dessin de Thibaut Soulcier. Oui, c'est Rachida Dati qui vide les poubelles de CNews et qui trouve qu'il y a plein de trucs qui pourraient servir pour l'audiovisuel public. Merci Thibaut. Alors on va enchaîner avec vos photos. Vous avez les uns et les autres choisi une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet d'actualité de la semaine. Noémie Alua, on va commencer par votre photo. Il s'agit de Boualem Sansal qui a donc été libéré. Exactement. Et vous savez, la libération de Boualem Sansal, ça a été une joie immense pour des milliers de personnes. Son comité de soutien, il comptait 2000 personnes, juste son comité de soutien. Dont vous faites partie. Dont je fais partie, effectivement. Et d'ailleurs, on l'a reçu il y a quelques jours, on l'a reçu, on l'a accueilli, il y a eu des embrassades, il y a eu vraiment beaucoup d'émotions parce que Boualem Sansal, ça a été un symbole, ça a été le symbole de plusieurs choses. Évidemment, de l'amour de la France, parce que c'est un homme qui s'est toujours battu pour la langue française, pour la culture française, mais aussi, vraiment, c'est un symbole de l'opiniâtreté parce qu'il n'a jamais renoncé à ses idéaux. Pendant 1 an, il a été enfermé en prison pour ses idées, pour des livres. Et il n'a jamais renoncé à ça. Et croyez-moi que pour l'avoir revu il y a quelques jours, il n'a pas du tout l'intention de renoncer à quoi que ce soit. Et certainement pas. Merci Noémie Alua. On va enchaîner avec votre photo, Isabelle Saporta. Alors là, il s'agit d'un anniversaire en Espagne, le 50e anniversaire de la mort de Franco, ce qui a provoqué des manifestations des Femen en Espagne. Ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a 2 phénomènes concomitants qui sont en fait à l'image aussi de ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'on a eu quand même ce dictateur Franco avec une jeunesse aujourd'hui plutôt masculine qui trouve que c'était formidable, Franco, qui a complètement oublié en fait... Qui n'a pas connu Franco. Qui n'a pas connu Franco et qui trouve qu'en fait il manquerait un Franco, qu'il manquerait un dictateur et qu'il faut un pouvoir autoritaire. Et vous avez ces Femen qui courageusement vont s'opposer et qui se retrouvent avec des machistes dégoûtants, et qui les touchent, qui les tripotent et qui se moquent des femmes. Donc voilà la fracturation dans laquelle on est dans toute l'Europe aujourd'hui et dans le monde en général d'ailleurs. Merci Isabelle. Et on va finir avec votre photo. Pascal Blanchard, alors il s'agit de cette cérémonie toujours de la flamme olympique. Tout à fait, un petit moment de bonheur. Alors, la flamme olympique, c'est en prévision des Jeux olympiques d'hiver de Milan. 72 jours avant l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver. Elle part d'Olympie, c'est une tradition, et que quand vous interrogez les gens, la plupart des gens pensent qu'elle existe depuis la période antique. Alors que c'est une très très belle invention marketing. Elle n'a pas existé aux premiers Jeux olympiques, il n'y avait pas ça à Olympie à l'origine. Il y avait une course avec flambeau qui a un peu inspiré Coubertin et les autres, et c'est même pas Coubertin président qui va l'inaugurer, puisque c'est en 1928 qu'on va imaginer cet immense tour de plus de 40 mètres de haut, pour qu'en fait le public et les athlètes retrouvent l'endroit où on vient faire du sport. Et le relais de la flamme dont on pense tous, qui nous fait pleurer quand il passe dans nos villes, on pense là aussi que c'est une grande idée antique. Pas du tout. C'est les nazis qui l'ont inventé en 1936. Et le concept est resté, c'est le cas de le dire. Et aujourd'hui, nous regardons tout ça, et c'est logique, puisque ça fonctionne. Cette flamme symbolise l'esprit. Mais en fin de compte, de temps en temps, il faut se poser des questions d'où viennent les choses que l'on croit historiques et immuables. Merci Pascal. Et je sais enfin où vous puisez votre inspiration, n'est-ce pas Thibaut Soulcier ? Oui, c'est pas que marketing, parce qu'en plus, c'est pratique pour allumer les autodafés. Merci. Merci Thibaut. Allez hop, c'est l'heure de la récré. On va sortir jouer dans la cour avec notre invité de la semaine, Laurent Galmo, un garçon au tempérament farceur, un rien nostalgique aussi des jeux de notre enfance. Bonsoir, bienvenue à vous. Alors certains de ces jeux sont éternels, comme les billes, la corde à sauter, la marelle et bien d'autres. D'autres ont disparu, sont passés de mode depuis longtemps. Mais tous ont bercé évidemment nos jeunes années. Ils restent inscrits dans nos mémoires. Vous les ressuscitez, Laurent Galmo, dans ce livre « Phénomène de cours de récré, encyclopédie des jouets qui ont été à la mode un jour ».
Vous, ce livre que vous avez coécrit avec Isabelle Ferron. Vous, Laurent Galmeau, c'était quoi justement votre jeu préféré, votre Madeleine de Proust, si j'ose dire, c'est quoi? Il y en avait plusieurs. Pratiquement chaque année, il y en a un nouveau. Le premier, ça a peut-être été les fameux Super Babal, parce que j'étais fan de... Rappelez-moi. Super Babal, c'est un truc qui rebondit dans tous les sens et qui casse absolument tout ce qu'il peut rencontrer. Bon, alors. C'était, je crois, le point commun sur tous les jouets qui m'ont intéressé, c'était que quelque chose d'assez destroy et quelque chose qui pouvait un petit peu emmerder les parents. Des jouets point commun, enfin dans le sens des jouets universels qu'on trouve partout, enfin dans le monde, quelque chose, le jouet universel. Pour l'instant, c'est toujours le Rubik's Cube, qui est réellement, depuis 50 ans, une invention hongroise qui, depuis 50 ans, a fait marrer beaucoup de générations. C'est en train d'être dépassé par tout ce qui est Pokémon et toutes les descendances de Pokémon. Mais, le Rubik's Cube, dont le record, rappelez-nous, le record pour faire toutes les faces, c'est de 3 secondes, c'est ça? 3 secondes. 3 secondes près, c'est ça. 3 secondes. 3 secondes. J'attendais que C'est c'est des bêtises, mais non, c'est réellement 3 secondes. Parce qu'à Blanchard, c'est 35 ans et demi, je crois. Voilà. Moi non plus, j'y arrive pas. 3 secondes, mais... 3 secondes, c'est super impressionnant, effectivement. Le record a continué pendant 40 ans à descendre. Malheureusement, c'est battu par un robot qui le fait en moins d'une seconde. Mais autrement, il y a réellement de tous les pays, des Américains, des Mexicains, etc., qui l'ont descendu en 3 secondes. Et vous parliez des cartes Pokémon, donc des cartes physiques. Ça veut dire que le numérique n'a pas totalement conquis les activités des enfants. Il faut quand même quelque chose, encore des choses concrètes qu'on peut toucher. J'ai l'impression, en tout cas, il faut quelque chose, et ça a été aussi tout le commerce, quelque chose qu'on puisse collectionner, quelque chose qu'on puisse sortir de sa poche, qui ne soit pas forcément dans un écran, et qu'on puisse un petit peu narguer ou faire rire les copains avec l'objet. Donc l'objet a continué de traverser depuis 70 ans, depuis vraiment l'industrie du plastique qui a permis de le dupliquer. Il faut quand même quelque chose qu'on puisse toucher et qu'on puisse planquer et qui va se faire interdire de toute façon dans le courant de l'année. De toute façon. À propos de collection, il y en a une autre que vous abordez, parce qu'il y a vraiment tout dans c'est formidable comme encyclopédie. Ce sont les fameuses vignettes Panini. Ouais. Alors évidemment, j'étais sûr que ça m'est déjà arrivé. Voilà. Et ces vignettes Panini qui en fait se sont déclinées, c'est-à-dire qu'au départ c'était le football, c'est ça, et puis ça c'est maintenant on en trouve pour plein d'autres. Et on peut même remonter avant, puisque c'était les images qu'on trouvait dans les plaquettes de chocolat, qu'on trouvait dans différents endroits. Puis Panini, en Italie, effectivement, est parti sur les équipes de foot et où on cherchait chaque année, chaque nouvelle saison, ce qui permet de racheter à chaque fois. On s'échangeait les doubles à la récré, tout ça. Et voilà, et ils ont inventé aussi le côté qu'on achète sans voir, sans connaître, puisque c'est planqué à l'intérieur. Et donc, du coup, on demande aux parents, on demande à maman, au bureau de tabac, d'aller chercher des nouveaux trucs, et on ne sait pas ce qu'on va acheter. Et ça permet de sociabiliser. Et après, ça permet de sociabiliser pour pouvoir faire des échanges, pour pouvoir essayer de continuer à chercher. Et Panini ont été les premiers à avoir ce truc, à faire certaines vignettes en plus petit tirage pour que tout le monde continue de les chercher. Et on peut continuer à en faire ensuite très tard, même quand on n'est plus enfant du tout. Natacha. On a parlé des cartons à l'échelle planétaire, mais des flops, des jouets qui n'ont pas marché, des jouets particulièrement ratés. Il y en a un moi je trouve que tous les ans, il y a un paquet de jouets qui sont lancés et il y en a les 9/10 à peu près qui se gamellent. Ça veut dire quand même qu'il y en a beaucoup qui ont été créés et j'ai toujours une tendresse pour les créateurs et notamment le créateur qui magouillait avec différents produits pour faire une espèce de pâte slim et tout, qui avait fait un énorme flop dans les années 60 parce que les gens avaient des démangeaisons. On jouait avec, on se retrouvait... Avec de l'eczéma. Ils se sont retrouvés avec un stock qu'ils ont été obligés d'enterrer sous un parking. Ils ont enterré 5 tonnes parce qu'ils n'arrivaient pas à le brûler, c'était trop toxique et tout ça. Et cette formule chimique a été impossible à garder. Heureusement, après, il y a eu une autre société qui a retrouvé une autre formule chimique. Ils ont sorti un film avec Robin Williams et ça a été le fameux Flubber. Je crois qu'il y a une petite question d'Isabelle Saporta qui était très forte à la Marelle, je crois. Incroyable. Il y a des grands retours aussi parce que là, je vois le Kiki. Parce que le Kiki, c'était ma génération. Il y a le retour du Kiki maintenant. C'est de toute façon, chaque année, puisque c'est devenu un chiffre énorme au niveau commercial, ils recherchent
des choses qui ont marché et il le relance sous une autre forme. Et il le relance avec les nouvelles formules de consommation, puisque plus cher forcément. Mais on va te l'offrir à Noël cette année, on va te l'offrir. Promis. Sachant qu'aujourd'hui, il y a un tiers de ces produits qui sont achetés par des adultes, par des gens qui ont plus de 12 ans. Exactement. Donc nous, on parle des jouets de cours de récréation, mais c'est devenu des jouets qui nous ramènent en enfance, qui nous redonnent Achat des... nostalgique, en fait. Un tout dernier point, parce qu'il y a aussi beaucoup de ces jouets qui sont ou qui ont été en plastique, donc il y a aussi la question environnementale qui se pose. Est-ce que là, il y a globalement, on va dire, une amélioration? Est-ce qu'on a un peu moins de jouets en plastique avec ce que ça présentait comme pollution ou pas là, Non, il y en a quand même un petit peu moins. Par contre, c'est surtout le gaspillage, quoi. Effectivement, au bout du compte, puisque le but, c'est de le collectionner ou de le jeter, c'est depuis l'ère du plastique qu'il y a eu autant de jouets. Avant, c'était des jouets qu'on faisait avec des os, de la terre, du cuir, du bois qu'on taillait, etc., et qui étaient beaucoup plus collectifs. Le plastique a permis de faire un jouet industriel qui est distribué à tout le monde et qui a fait monter la société de consommation, qui a fait monter l'achat. Merci Laurent Galmeau d'être venu ressusciter tous ces souvenirs d'enfance, phénomène de cours de récré, encyclopédie des jouets qui ont été à la mode un jour avec Isabelle Ferron. Il faut absolument se plonger dans votre livre paru aux éditions Inis Éditions. J'ai une proposition à vous faire si ça vous intéresse. J'ai la vignette de Platoche en double, donc je vous l'échange dans les couloirs. Vous avez fabriqué des faux, c'est Ça pas beau. m'intéresse. Un dessin de Thibaut Soulcier. Grâce au service militaire, on renouvelle les jeux classiques, la corde à sauter, les billes, les osselets et les Pokémon. Merci Thibaut. C'est l'heure maintenant de retrouver notre ami David Castello-Lopez. En vrai, sur le plateau, le voici d'un instant à l'autre. Il jaillit chaque semaine. David, bienvenue à vous. Vous venez nous parler d'un objet, vous posez des questions que pas grand monde, il faut bien dire, à part vous, ne se pose. Vous y répondez à votre façon, qui est un tantinet absurde. Et votre chronique, elle s'appelle « Le monde des choses ». Le monde des choses, le monde des choses. Et ce soir, David, après tout, pourquoi pas, vous allez nous causer basilic. Oui. Le basilic, c'est un peu la reine des plantes aromatiques et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça du basilic. J'ai conscience que vous n'avez pas compris la phrase que je viens de vous dire, mais je vais expliquer. Merci. Basilic, ça vient de Basileus, qui est un vieux mot grec pour dire le roi. Basileus, ça a donné le mot féminin la basilique, qui originellement était la maison du roi. Aujourd'hui, c'est un type d'église. Ça a donné aussi le prénom Basile en français, le prénom Vassili en russe. Basile et Vassili, c'est la même chose. Et ça a donné enfin le nom de la plante, le basilic, qui veut donc dire la plante des rois. Le basilic, c'est super, c'est bon, ça sent bon et visuellement associé à la tomate et à la mozzarella, ça permet de faire des drapeaux italiens comestibles que personnellement j'adore. Depuis quelques années, pas si longtemps que ça, le basilic c'est aussi une plante qui a migré dans les supermarchés. Dans les supermarchés, vous pouvez pas acheter un oranger, vous pouvez pas acheter des plants de haricots verts ou des carottes en pleine terre, mais vous pouvez acheter un plant de basilic comme celui-ci que je vous montre ici. Et donc, l'été, dans les appartements des villes de France, il y a des plants de basilic dont on récolte les feuilles, qui pour une salade de saison, qui pour un pesto maison. Et quand un Parisien fait ça, il se prend brusquement pour une sorte de petit agriculteur d'intérieur qui gère sa récolte personnelle de basilic et il est fier et il a envie de dire aux agriculteurs « je vous comprends ». Mais alors, d'où vient ce basilic de supermarché? Qui le fournit? Quels sont ses réseaux? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai pris le train avec des personnes chauves et je suis allé à Angers pour visiter l'usine de l'entreprise Bioplan qui se présente comme un cultivateur de goût. Pourquoi pas? Bioplan, ils sont spécialistes des plantes aromatiques bio que vous trouvez dans les supermarchés et c'est eux notamment qui fournissent plein de magasins Carrefour, vous pouvez le voir ici, en basilic. J'y ai passé quelques heures et j'ai pu suivre tout le processus de création. D'abord, on met un parallélépipède de terre dans une machine, un peu comme une grosse capsule Nespresso, vous voyez. Puis, cette terre, elle est versée automatiquement dans des pots. On y met les graines de basilic et là, les pots, ils vont dans une immense serre. On les laisse pousser. Au bout de 5 jours, les pots, ils ressemblent à ça, mais en un peu plus de 4 semaines, ils sont comme ça. Alors, on les déplace
comme des sortes de bataillons de soldats végétaux. Hein. On les met dans des poches et ils finissent dans les supermarchés. Reste la question majeure, la durée de vie. Les gens se plaignent souvent du fait que leur basilic en pot meurt très vite. Comment faire pour que ce ne soit pas le cas? Eh bien, le directeur général de Bioplan, qu'on va voir ici, qui s'appelle Ángel Rodriguez, il m'a expliqué. Allez. Premièrement, il ne faut pas cueillir les feuilles qui se trouvent en bas des tiges, mais plutôt celles qui se trouvent en haut. Comme ça, on pince les têtes. Si vous faites ça, il y a plein de nouvelles feuilles qui vont pousser plus bas. Deuxièmement, il faut arroser le basilic non pas par le haut, mais par le bas, sur une soucoupe. Sinon, les racines, elles ont tendance à pourrir. Si vous faites ça correctement, votre basilic, il peut durer 6 mois. Regardez ce pot, c'est Ángel lui-même qui me l'a donné. Le jour où j'ai visité son usine, c'était le 22 septembre, il y a plus de 2 mois. Et je veux dire, t'es mal à santé. Hein, bravo, c'est quand même, quand même. Hein. Ouais, un petit peu, mais c'est un vieillard, et il est quand même en bonne forme. Voilà ce que vous deviez savoir. Je finis en vous proposant un accessoire extrêmement exaltant pour votre basilic. C'est cet accessoire-là. Alors, vous mettez votre basilic dedans comme ça, et vous arrosez par le trou qui se trouve ici. Et regardez ce qui se passe. Quand vous arrosez, il y a une petite fleur qui monte. Vous pouvez regarder sur le grand écran qui est là. Il y a une petite fleur qui monte, et ensuite, à mesure que votre basilic boit son eau, cette petite fleur qui se trouve ici, elle descend. Et quand elle est tout en bas, vous savez qu'il faut arroser à nouveau. J'espère que vous êtes aussi émerveillés que moi. Génial. C'est génial. Merci David. Et dire que certains se pâment devant l'intelligence artificielle. Alors, oui, bravo David. Merci à vous. Et c'est parfait. Un dessin de l'ami Thibaut Soussier. Oui, ne manquez pas ce week-end à Montreuil le salon du livre jeunesse avec en exclusivité le nouveau livre de Sarkozy, Ouin Ouin en prison. Merci Thibaut, merci à tous les amis. On se retrouve demain à la même heure, 20h05 sur Arte pour 28 minutes samedi et son club international. Comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité de la semaine qui nous a emmené jouer dans la cour de récré tout à l'heure. On va réécouter l'éternel Sacha Distel et sa chanson Scooby-Doo à l'origine du jeu du même nom. Tchuss. Je vends des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Ah. Pommes, poires, et des Scooby-Doo. Ah. Scooby-Doo. On a dansé toute la nuit, puis au jour, on est parti chez moi discuter de l'amour.